Bonjour et bienvenue dans Les Artisans de l'Impact, une mini-série de 10 épisodes qui nous fait voyager au cœur du suivi évaluation en Afrique. Mon nom est Oumo et j'évolue dans ce secteur depuis plus d'une dizaine d'années. Dans ce podcast, pas de lecture théorique ni académique. Nous aurons la chance d'échanger avec des professionnels et des experts du domaine qui partageront leurs conseils pratiques, leurs expériences et leur vécu à travers des exemples concrets. Alors prenez votre tasse de thé, asseyez-vous confortablement et préparez-vous pour une aventure passionnante dans l'univers du suivi et évaluation. Avec toi. Pareillement, un plaisir de te recevoir aujourd'hui et d'échanger avec toi par rapport à ton expérience dans l'univers du MEL. Donc, pour commencer, Mariam, est-ce que tu peux me parler un peu de comment tu t'es retrouvée dans ce domaine, ton cheminement vers le MEL et ce qui te passionne toujours encore aujourd'hui? Encore une fois, merci pour l'invitation. Pour ce qui est de mon parcours, je dis souvent que je suis arrivée dans les 1000 parrains de hasard. Mais avec le recul, je dirais plutôt que c'est une succession de rencontres, d'opportunités que Dieu a mis sur mon chemin. Après l'obtention de ma maîtrise en gestion à la FSEC, je ne savais pas encore dans quel domaine j'allais construire ma carrière en réalité. Connaissant les processus d'orientation dans l'école publique malienne, je n'avais pas vraiment une idée de ce que j'allais faire après mes études. J'ai décidé de suivre une formation en informatique pour développer mes compétences. Je pensais simplement acquérir un outil supplémentaire sans imaginer que cette décision allait changer le cours de ma vie professionnelle en réalité. Mon formateur en informatique m'a mis en relation avec le directeur général d'un bureau d'études de la place qu'on appelle Africa Consulting International. Durant nos nombreux échanges, ce directeur m'a dit qu'il appréciait mon dynamisme et ma motivation. Il m'a donc proposé de rejoindre une équipe qui réalisait une évaluation pour plan international en tant qu'enquêtrice dans la zone de Yanfolila. En réalité, j'ai accepté cette opportunité sans vraiment savoir ce qu'était le suivi évaluation encore. J'ai commencé comme enquêtrice, comme je l'ai dit. Puis, je suis devenu rapidement superviseur d'équipe avant de évoluer comme consultant junior. C'est en étant consultant junior que j'ai réellement découvert les métiers des milles. En fait, j'étais en contact direct avec les coordinateurs. Je les voyais analyser les données, discuter avec les équipes terrain, chercher à comprendre pourquoi certaines activités fonctionnaient et d'autres moins. J'ai compris que derrière chaque chiffre, c'est caché une histoire, une famille, une communauté, une décision à prendre. Cette découverte, en réalité, a éveillé ma curiosité et je suis une personne de nature très curieuse. J'ai donc décidé de me former en gestion de projet, puis en suivi et évaluation. Là encore, une rencontre a changé la suite de mon parcours. Le formateur en gestion de projet était également le président de l'ONG AMSOD. À la fin de sa formation, à la fin de la formation, il recherchait une chef de projet pour un projet destiné aux enfants en situation de rue. Il m'a donc demandé si je connaissais un profil. Je lui ai répondu avec beaucoup d'humilité que je suis intéressée s'il pense que je peux apporter quelque chose. Finalement, malheureusement ou heureusement, je ne saurais encore le dire, ce projet n'a pas été financé. À ce moment-là, j'aurais pu penser que cette porte s'était refermée. Mais quelques mois plus tard, un autre financement d'Amsod a obtenu un financement et un autre projet d'Amsod plutôt a obtenu un financement. Et lorsqu'il a fallu consulter une équipe, il m'a proposé le poste de chargé de suivi et évaluation. Tu sais, c'est une leçon que je retiens souvent dans ma vie. Parfois, une porte se ferme, non pas parce que le projet n'est pas pour nous, mais parce qu'une autre porte plus adaptée est en train de s'ouvrir. À Amsod, nous avons obtenu de bons résultats. L'organisation a gagné la confiance de plusieurs partenaires et on a obtenu de nouveaux financements. Donc, les besoins en suivi et évaluation sont naturellement devenus plus importants et la création d'un département 1000 s'est imposée à nous. Je suis donc passée de chargée de suivi et évaluation à coordinatrice
d'un département SERA où tout était à construire. J'ai aussi assuré donc le lead de sa structuration, puis j'en ai assuré la coordination pendant quelques années. Plus tard, j'ai rejoint SNV comme conseillère suivi, évaluation et apprentissage. Cette expérience m'a permis de découvrir une autre dimension des milles, tout ce qui est apprentissage organisationnel, la recherche-action, la gestion des connaissances et les approches adaptatives. Et aujourd'hui, je poursuis cette mission comme consultante indépendante auprès de différentes organisations et comme fondatrice d'Alt Impact Institute. Pour te dire vrai, avec le recul, je ne vois pas mon parcours comme une succession de postes. Je le vois comme un chemin de préparation. Chaque expérience, chaque difficulté, chaque rencontre m'a appris quelque chose qui me sert encore aujourd'hui. Pour ce qui est de ma passion, de ce qui me passionne encore dans les milles, c'est que les milles permettent de relier les données aux personnes. On entend souvent, tu pourras affirmer cela, dire que nous travaillons avec des indicateurs. Mais moi, je préfère dire que nous travaillons avec des histoires humaines. Derrière un indicateur de nutrition, il y a très souvent une mère qui nourrit son enfant. Derrière un indicateur d'accès à l'eau, il y a une jeune fille qui marche moins longtemps pour aller chercher de l'eau et peut donc retourner à l'école. Derrière un indicateur de revenus, il y a une famille qui retrouve un peu d'espoir. Le rôle du MIL est de rendre visibles ces changements pour permettre aux organisations de prendre de meilleures décisions. Et je dis souvent que les données ne changent pas le monde, ce sont les décisions prises grâce aux données qui changent le monde. Et le MIL est le facilitateur de ce processus. Donc, c'est ce qui me passionne réellement dans notre travail. D'accord. Merci beaucoup, Mariam. Donc, en tout et pour tout, ça fait combien d'années déjà que tu évolues dans ce secteur? J'ai commencé comme enquêtrice en 2016. Si je dois parler depuis enquêtrice à maintenant, je pense que ça fait exactement 10 ans. 10 ans, Maintenant, en effectivement. tant que chargée de suivi et évaluation, je peux dire 7 à 8 ans. OK. En t'écoutant parler de ton cheminement vraiment vers le MED, il y a deux choses vraiment que j'ai appréciées. Le fait que tu aies su aller chercher l'opportunité. Déjà, tu t'es retrouvée un peu dans le domaine par hasard, mais tu as su être curieuse et tu as su aller chercher l'opportunité. Et j'ai aussi beaucoup apprécié le fait que AMSOT t'ait donné l'occasion d'occuper un poste de suivi évaluatrice sans pour autant avoir le nombre d'années d'expérience requise parce qu'on sait de nos jours qu'il y a beaucoup d'organisations qui ne donnent pas vraiment cette chance-là. Il y a certains candidats ou candidates qui ont les compétences, mais on ne leur donne pas la chance de vraiment de se prouver. Donc, j'ai vraiment apprécié ces deux aspects que tu as évoqués. Donc, j'ai une autre question. Quel conseil tu donnerais, ou bien toi, bon, on va parler de ton expérience. Par exemple, quand tu as, que ce soit à AMSOD ou à SNV, quand tu prends fonction en tant que maître dans une organisation, sur quoi est-ce que tu mets le focus pendant les 6 à 12 premiers mois? Quelles sont les démarches que tu entends? Merci beaucoup, Oumou. Cette question, lorsqu'on prend un nouveau poste, pour le même, je ne mets pas les pieds dans les plats comme ça. Il s'agit d'abord d'écouter et d'agir ensuite, avant d'agir en réalité. Quand on arrive dans une généralement, moi, je préfère commencer par observer. Ensuite, à rencontrer les équipes avec lesquelles je travaille, je suis censé travailler. Je vais sur le terrain, j'écoute les partenaires et j'essaie de comprendre comment les décisions sont prises. Grâce à ces processus, à plusieurs reprises, j'ai découvert que les données existaient déjà. Donc, le vrai problème n'était pas la production des données. Le vrai problème était qu'elles n'étaient pas utilisées. Donc, le rôle du MIL n'est pas seulement de produire des informations, c'est de créer des espaces où ces informations alimentent les décisions. Donc, le temps d'observation est assez
assez importante. On veut faire ses preuves, c'est bien et c'est légitime. Mais avant de commencer toute chose, il faut observer d'abord ton environnement. Comment est-ce que cette organisation-là travaille? Quelle est la culture organisationnelle de l'organisation? Est-ce qu'il y a déjà des procédures opérationnelles standards? Donc, il faut déjà t'imprégner de tous ces processus-là et voir aussi, faire un petit diagnostic de ce qui a déjà été fait, si c'est un projet qui est en cours. Si c'est un nouveau projet aussi, s'approprier le document projet et tout ce qui est responsabilité 1000 dans le cadre de ces projets-là. Voilà. Donc, ça, c'est dans l'ensemble, généralement, quand j'arrive dans une nouvelle organisation, un nouveau environnement, comment j'essaie de m'adapter rapidement, sans vouloir changer de tout autour. C'est ça. Donc, les premiers mois, tu cherches beaucoup plus à comprendre et à apprendre avant de pouvoir passer à l'action, si je peux le dire ainsi. C'est bien Exactement. ça? D'accord. Exactement. Merci, Mariam. Donc, on sait que être une femme dans les filières, des femmes qui évoluent dans les filières techniques, c'est pas nécessairement facile. Toi, dans ton parcours, quelles sont les opportunités et les défis au fait auxquels tu as été buté dans ton parcours? Est-ce que tu peux m'en parler un peu, s'il te plaît? Les 1000 offrent quand même de belles opportunités aux femmes. Je vais revenir un peu après sur le défi, mais il comporte aussi des défis particulièrement dans notre contexte de travail au Mali et en Afrique de l'Ouest. Le premier défi est parfois celui de la crédibilité. Comme je te disais, lorsque j'étais en mission terrain pour un diagnostic pour la préparation d'un document de projet, en fait, dès le début des différentes réunions, toutes les questions étaient adressées à mon collègue masculin qui était en réalité mon assistant, alors que j'étais responsable de la mission. Je n'ai pas particulièrement cherché à imposer ma place. J'ai laissé mon travail parler. Au fil des échanges, lorsque j'ai commencé à présenter les analyses, à poser les bonnes questions, à proposer des pistes de solutions, euh, les participants se sont naturellement tournés vers moi. Cette expérience en tant que femme, j'ai compris qu'il faut parfois laisser le temps à la compétence de s'exprimer. La crédibilité se construit réellement par la qualité du travail, la constance et l'intégrité. Un autre défi est lié aux réalités du terrain. Dans notre métier, les déplacements sont fréquents, parfois dans des zones difficiles d'accès ou à contexte sécuritaire fragile. Moi, j'ai énormément travaillé au centre et au nord du Mali depuis les premières heures de la crise. Pour une femme, cela demande une bonne organisation et parfois la capacité de rassurer son entourage. En fait, je m'inquiétais plus pour mon entourage que pour moi-même parce qu'à chaque fois que je disais, bon, je pars en mission à Menaka, je pars en mission à Gundam, je pars en mission à Tombouctou ou à Bandiagara, Bakaskoro, les appels pleuvaient, les gens s'inquiétaient. Donc, et ils s'inquiétaient pour moi et moi, je m'inquiétais plus pour eux que de moi-même parce qu'en réalité, je savais que toutes les organisations qui m'envoyaient dans ces zones-là mettaient toutes les ressources nécessaires en place pour qu'il ne m'arrive pas quelque chose. Au-delà de ça, il existe encore des stéréotypes. Il arrive que certaines personnes pensent que les postes de coordination et de leadership sont davantage destinés aux hommes. C'est vrai que ces perceptions évoluent progressivement, mais il faut aussi reconnaître qu'elles existent encore. Pour ce qui est des opportunités, je pense que le milieu est un domaine où les femmes peuvent véritablement s'épanouir et exercer un leadership reconnu. Ces métiers demandent, en tout cas c'est un métier, parce que le milieu aussi, il y a beaucoup de métiers à l'intérieur. Ces métiers-là demandent des qualités comme l'analyse, la communication, la rigueur, la facilitation et la capacité à créer la confiance. En fait, ces qualités-là, ce sont des compétences que les femmes développent naturellement au cours de leur parcours professionnel. J'ai aussi constaté que lors des collectes de données, certaines femmes dans les communautés se confient plus facilement à une enquêtrice, notamment lorsque il s'agit de sujets sensibles comme les violences basées sur les gens, la santé reproductive, la nutrition.
Et c'est pourquoi, principalement, on sépare, par exemple, les focus group, on met les femmes à part, on met les hommes à part. Régionalement, les focus group avec les femmes sont animés par les femmes. Si avec les hommes sont animés par les hommes. Cela améliore souvent la qualité des informations. Et le secteur du développement évolue également. Les organisations accordent aujourd'hui une place croissante au leadership féminin. Ils investissent davantage dans le développement des compétences des femmes. Il existe donc de réelles possibilités d'évolution pour celles qui continuent à apprendre et à saisir les opportunités. Mon propre parcours, comme je viens de le dire, en est une parfaite illustration. Je n'ai pas commencé comme coordinatrice. J'ai été enquêtrice, superviseur, consultant junior, chargée de civilisation, coordinatrice CERA, conseillère MEL, puis consultante et formatrice d'acte impact. Chaque étape m'a permis de construire les compétences pour la suivante. Et j'aimerais dire quelques messages aux jeunes femmes. Je leur dirais de ne jamais se laisser définir par les préjugés en réalité. D'investir dans la connaissance est la seule chose qui ne se perd jamais. Et soyez d'être excellents dans leur travail. Mais de ne pas avoir peur, surtout de prendre des responsabilités. Oser prendre des responsabilités. Cherche aussi des mentors, mais on doit être prêt à devenir des modèles pour les générations qui suivront aussi. Et je crois fondamentalement, profondément, que notre place ne nous est pas donnée en tant que femmes. Elle se construit chaque jour par notre engagement, notre professionnalisme et notre capacité à créer de l'impact. Et pour créer de l'impact, il faut avoir de la connaissance. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces conseils utiles à l'endroit de nos consoeurs et aussi de nos sœurs juniors qui évoluent dans ce domaine ou qui sont intéressés par le MEL. C'est aussi reconfortant et rafraîchissant de savoir qu'au-delà des défis, les femmes MEL aussi sont offertes certaines opportunités. Elles bénéficient de certaines opportunités, notamment celles dont tu as mentionné. Donc ça, c'est vraiment reconfortant à voir. On va se tourner vers l'apprentissage. Je pense que tu avais évoqué le fait que quand tu as rejoint SNV, c'est là que tu as été introduite au monde de l'apprentissage, si je peux me permettre de le dire ainsi. Est-ce que tu peux me parler déjà de l'importance de l'apprentissage et aussi du lien entre l'apprentissage et le suivi et l'évaluation? D'accord. Je vais commencer d'abord par te parler un peu entre le suivi, l'évaluation et l'apprentissage. Je vais illustrer cela par une question en réalité. Pour moi, le suivi répond à une question aussi simple de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et l'évaluation répond à pourquoi cela se passe ainsi. Et l'apprentissage répond, puisque ça se passe comme ça, que faisons-nous maintenant? Et en réalité, c'est cette dernière question qui transforme les données en impact. Sinon, si on se contente des deux premiers niveaux, le suivi, l'évaluation réellement, on ne peut pas transformer les données en impact. Donc, pour moi, l'apprentissage, en réalité, est une responsabilité collective. Nous, en tant qu'agents MIL, nous facilitons le processus, mais on ne peut pas apprendre à la place de l'organisation. La direction doit porter cette culture en donnant le droit de questionner les pratiques, de reconnaître les erreurs et de tester des nouvelles approches. À la SNV, comme je te l'ai dit, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que l'apprentissage était intégré au fonctionnement quotidien de l'organisation, tant au niveau global qu'au niveau pays. Nous organisions en fait des after action reviews, des sessions de pause and reflect, des ateliers d'apprentissage et des exercices de capitalisation. Mais ce qui m'a le plus marqué particulièrement, c'est les communautés d'apprentissage. Digital SNV intervient sur 3 secteurs, agri-food, eau, énergie, et chaque projet a ses spécificités à l'intérieur de ces secteurs-là, souvent. Et souvent aussi,
ces projets ont certaines trajectoires de changement ensemble. Mais pour pouvoir capitaliser sur les expériences de l'ensemble de ces projets, les communautés de pratique sont mises en place. Et ça permet aux différents projets d'apprendre énormément, de ne pas partir en silo sur le terrain. Souvent, tu vas trouver que certains projets interviennent dans les mêmes secteurs et dans les mêmes régions. Mais si toutes les équipes sont tête baissée et à fond vers la course aux résultats, ces communautés d'apprentissage, ces pauses et réflexes nous permettent de voir ce qui a été fait de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut récupérer dedans pour permettre à changer un peu notre pratique ou en tout cas à capitaliser sur ce que les autres font. Et ça, j'ai énormément apprécié ça. Et ces espaces nous permettaient de prendre du recul, d'analyser les données, d'adapter les programmes et les projets en cours de route. Pour moi, c'est cela une organisation apprenante, une organisation qui transforme chaque expérience en opportunité d'amélioration. Et on se rend compte que même lorsque la personne qui est responsable de l'activité ou du projet part, les connaissances restent à l'intérieur de l'organisation. Et ça, c'est très important pour la culture organisationnelle. Merci beaucoup, Mariam. Donc, si je comprends bien, l'apprentissage est du ressort de tous. C'est un exercice collectif au sein de l'organisation, mais c'est beaucoup plus porté, ou c'est surtout porté par le leadership. Donc, je vois que déjà, SNV, déjà, l'apprentissage est déjà une partie intégrale de, comment dirais-je ça, de la culture de la SNV. Voilà. Voilà. Donc, comment est-ce que les autres peuvent faire pour l'instaurer de manière effective et efficace, comme dans les autres organisations qui ne sont pas au même niveau que la SNV? Comment est-ce que le leadership peut encourager ou inviter son équipe à vraiment plus incarner l'apprentissage, à l'instaurer de manière effective? Oui, moi je suis convaincue qu'une organisation ne devient pas apprenante parce qu'elle recrute un bon responsable, mais elle devient apprenante parce que son leadership décide que l'apprentissage est une priorité. En réalité, c'est le leadership qui donne le ton. Si un directeur pays d'une organisation, peut-être un coordinateur programme ou un chef de projet, demande uniquement des chiffres chaque mois, évidemment que les équipes vont produire que des chiffres. Si en revanche, ils demandent qu'avons-nous appris, qu'allons-nous changer, alors les équipes vont commencer à réfléchir différemment. Pour moi, il y a 5 leviers en réalité pour assurer et instaurer une culture d'apprentissage dans une organisation. D'abord, par montrer l'exemple. Ça, c'est le premier point. L'apprentissage commence par l'humilité en réalité. Un bon leader accepte de dire nous nous sommes trompés, cette approche n'a pas marché, ou encore nous devons essayer autrement. Lorsque les responsables reconnaissent eux-mêmes que tout ne fonctionne pas comme prévu, ils créent un climat de confiance. Les équipes oseront alors partager les difficultés au lieu de les cacher. Dans le contexte malien, comme tu le sais, la culture hiérarchique est souvent très marquée en fait. Ce changement de posture est particulièrement important. Le fait de montrer l'exemple d'accepter, d'avoir l'humilité d'accepter de s'être trompé dans notre environnement. Ce changement de posture-là est particulièrement important. Le deuxième point, c'est de faire de l'apprentissage un rendez-vous régulier. Bon, très souvent, quand tu vas regarder dans les documents projets de ces projets-là, tu vas trouver qu'atelier de capitalisation à la fin du projet. Et on va dire que ça, c'est un processus d'apprentissage ou encore on va attendre jusqu'à l'évaluation finale. Non, on ne doit pas attendre. L'apprentissage ne doit pas attendre l'évaluation finale. L'apprentissage doit être intégré au fonctionnement de l'organisation. Comme je t'ai dit tout à l'heure, à la SNV, avec la communauté des pratiques, nous avons des ateliers périodiques et réguliers de séances de partage d'expérience. En réalité, ces moments-là permettent aux équipes de prendre du recul et d'ajuster les interventions avant qu'il ne soit trop tard. Je pense que chaque projet devrait prévoir
dans son calendrier des temps dédiés à l'apprentissage périodique au même titre que les activités terrain. Le troisième point, je dirais valoriser les questions autant que les réponses. Dans certaines organisations, poser une question est parfois perçu comme un signe de faiblesse. À l'inverse, une organisation apprenante encourage la curiosité en réalité. Un responsable se doit souvent, en tout cas régulièrement, demander qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui nous surprend, qu'avons-nous appris des communautés, parce que les communautés aussi sont une source d'apprentissage, et que devons-nous adapter. En réalité, ces questions, si on les pose, changent la nature des discussions. Le quatrième point, accepter le droit à l'erreur, mais pas le droit de répéter les mêmes erreurs. Pourquoi je dis ça? En réalité, il est important de distinguer une erreur d'un manque de professionnalisme. Une erreur analysée devient une opportunité d'apprentissage. En revanche, répéter plusieurs fois la même erreur sans tirer des leçons traduit un problème de management ou de système. Donc, le rôle du leadership est de créer un environnement où les erreurs peuvent être discutées ouvertement afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent. Là où on va parler de leçons apprises. Le cinquième et dernier point, transformer les données en décisions. Le leadership doit montrer que les données servent réellement. Tu sais, j'ai vu des équipes perdre leur motivation parce qu'elles remplissaient des formulaires, elles remplissaient des tableaux de bord, elles remplissaient des indicateurs. En réalité, ils ne savaient pas à quoi servaient ces informations collectées. Parce qu'ils ne voyaient pas les leadership utiliser les résultats de leur travail, de leurs travaux. Quand tu fais tout ce processus de collecte de données, que tu fais un rapport, mais qu'en réalité, dans le processus de prise de décision, cet effort n'est pas capitalisé, je pense que ça devient démotivant, même si le salaire est bon, même si l'environnement de travail est bon, toute personne, en tout cas, voudrait être valorisée et que son travail soit valorisé. À l'inverse, lorsque les responsables, par exemple, disent « Grâce à vos données, nous avons motivé notre stratégie de ciblage », où les retours des communautés nous ont amenés à revoir notre calendrier d'activité. En ce moment, les équipes comprennent que leur travail a un impact correct. Et pour moi, c'est ainsi que la culture d'apprentissage s'installe progressivement. Pour conclure sur cette question, je dirais que le leadership ne construit pas une organisation apprenante en demandant simplement plus de rapports. Il construit une organisation apprenante lorsqu'il crée un environnement où les équipes peuvent observer, questionner, partager, expérimenter et adapter leurs pratiques en permanence. J'aime beaucoup cette phrase qui résumerait bien la nature d'une organisation apprenante. C'est que je lis ça sur LinkedIn ou quelque part, je ne me souviens plus. Cette phrase disait qu'une organisation apprenante n'est pas celle qui ne fait jamais d'erreur. C'est celle qui apprend plus vite que les changements auxquels elle est confrontée. J'aime beaucoup cette citation. Merci. Merci beaucoup, Mariam. Je trouve que ceci est quand même un mouvement dans beaucoup d'organisations où on a tendance à vouloir cacher nos erreurs, alors que je pense que on apprend beaucoup plus de nos erreurs que de nos cas de succès, quoi. Donc, les erreurs, on devrait vraiment utiliser les mettre à profit pour pouvoir apprendre et non chercher à les dissimuler. Merci infiniment, Mariam, d'avoir partagé tes expériences avec nous aujourd'hui. Le temps passe tellement vite, mais avant de conclure, j'aimerais quand même te demander si tu as peut-être 1 ou 2 conseils que tu pourrais partager avec tous ceux qui sont intéressés au domaine du mail, que ce soit homme ou femme. Merci. Merci beaucoup, Oumou, pour l'invitation. Malgré la technologie, je pense qu'on a passé un bon moment ensemble et que cette discussion souvent te permet aussi de faire, c'est aussi impose un réflexe aussi pour moi, souvent tes questions, parce que ça te permet de revenir sur
le papier et voir ce que tu as fait réellement. En termes de Effectivement. conseils, le premier conseil que je donnerais, pas seulement les 1000, mais de façon générale, on est dans un monde en perpétuelle évolution. Le premier est de rester curieux. Les 1000 particulièrement évoluent très vite. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les outils changent, les approches évoluent, les attentes des bailleurs aussi. Donc, il faut continuer à apprendre tout au long de sa carrière. Le second est de rester proche du terrain. Je le dis partout où je vais, quand je le vais, partout où je suis, je le dis en fait, c'est de rester proche du terrain. En réalité, les 1000, dans toutes nos discussions, tous les 1000 que j'ai rencontrés, qui sont vraiment aujourd'hui les leaders du domaine, quand on parle de suivi et évaluation au Mali, les noms reviennent rapidement dans la tête des gens. C'est des gens qui ont fait le terrain. Et je dirais que les meilleurs tableaux de bord ne remplaceront jamais une conversation avec une communauté. Et le terrain donne du sens aux données. Et les données donnent de la crédibilité au terrain. Ça, c'est ce que je dirais à tous ceux qui sont passionnés par ce domaine-là, ou en tout cas qui veulent embrasser ces domaines-là. L'idée, c'est de rester curieux et de rester proche du terrain. Merci. Merci infiniment, Mariam. Merci pour ton temps, pour les expériences et les vécus partagés, pour les conseils prodigués. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter une prochaine fois encore du MEL et de tout ce que cela implique comme défi, opportunité. Merci. À très bientôt. Ah oui, juste un dernier point avant de mettre fin à l'appel, c'est ça. Tu avais parlé de Alt Impact. Si tu peux nous en parler un peu et puis pour ceux qui aimeraient te suivre, dis-nous où est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec toi ou bien où est-ce qu'ils peuvent te trouver. Merci. Merci beaucoup pour cette opportunité. Tu sais, je vais expliquer un peu pourquoi on a créé Alt Impact Institute. Après plusieurs années passées au sein d'organisations internationales et nationales, puis comme consultante, j'ai commencé à observer une tendance. En fait, les organisations aujourd'hui investissent beaucoup dans les suivi et évaluation. C'est devenu une exigence des bailleurs, donc c'est devenu un réflexe que chaque projet il y a du suivi et évaluation dessus. Les organisations produisent beaucoup de rapports de qualité. Ils réalisent des évaluations, ils collectent énormément de données. Pourtant, ces connaissances ne sont pas toujours utilisées à leur plein potentiel. Et je me suis souvent posé cette question. Que deviennent toutes ces connaissances après un projet, lorsqu'un projet est clôturé? Et très souvent, elles restent dans des rapports qui sont peu consultés alors qu'elles pourraient inspirer d'autres projets, éclairer des politiques publiques ou améliorer les pratiques. C'est cette réflexion-là qui m'a amené à créer Alt Impact Institute. En réalité, je ne voulais pas créer un cabinet de plus, un cabinet de consultance classique. Je voulais créer un espace qui accompagne les organisations à prendre de leur expérience, à capitaliser leurs connaissances, à utiliser les données pour prendre de meilleures décisions. Et la seconde raison, c'était pour accompagner les jeunes filles. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. En réalité, nous avons réussi aussi, en tout cas personnellement, dans tout mon parcours, j'ai eu à rencontrer des personnes de bonne volonté qui ont accepté de me transférer leurs connaissances sans aucune contrepartie. Donc, c'est un devoir de redevabilité pour nous aussi de partager le peu qu'on a appris avec la jeune génération et particulièrement les jeunes filles. Donc, il fallait qu'on puisse créer un espace sûr où elles pourraient exprimer leur plein potentiel, surtout dans les nouvelles technologies de l'information, dans tout ce qui est innovation, dans tout ce qui est intelligence artificielle. Et c'est réellement ce qui nous a amené aussi à mettre en place l'Académie des ambassadrices data pour elles. Donc ça, c'est le premier pas vers le partage d'expérience avec les jeunes filles. Notre vision est simple, en réalité, notre vision, c'est de transformer les données en connaissances, les connaissances en décisions et les décisions en impact durable. Nous intervenons principalement sur quatre axes. Le premier est le renforcement des systèmes MIT. Le deuxième est la recherche, action et la capitalisation.
Et le troisième, comme je le disais tantôt, est le développement des compétences. Et enfin, nous travaillons sur l'apprentissage organisationnel à la gestion des connaissances. Nous accordons également une place importante à l'innovation, comme je l'ai dit, avec l'avènement de l'intelligence artificielle et des outils numériques de collecte de données. Aujourd'hui, nous explorons des sujets comme l'IA appliquée aux mille, les systèmes alimentaires, l'adaptation au changement climatique et les approches participatives de recherche. En réalité, à travers Alt Impact, l'objectif est simple. On aimerait juste contribuer à faire évoluer la perception des milles. Pendant longtemps, il a été considéré comme une fonction de contrôle et de reporting. Au fond, Alt Impact est né d'une conviction très simple. L'Afrique ne manque pas d'expérience réussie, elle manque parfois d'espace pour les documenter, les partager, les transformer en connaissances utiles pour tous. Nous sommes sur LinkedIn et Facebook avec tous nos contacts, que ce soit WhatsApp, appel, email, sont sur ces différentes plateformes-là. On peut être rejoint à tout moment. Merci beaucoup. Merci Mariam et félicitations pour cette initiative noble dont beaucoup de jeunes femmes et hommes vont bénéficier et qui pourra être vraiment un levier pour propulser leur carrière dans le domaine du suivi-évaluation. Merci infiniment et Très très bientôt. bientôt. Merci.